Bonjour à tous. Oui, je me présente en quelques mots, mais ça peut aller vite. Donc, je m'appelle André Comte-Sponville, j'ai 61 ans, je suis père de 3 enfants, mais qui sont grands, heureusement pour moi. Ils ont l'âge des plus jeunes d'entre vous, en gros. Et donc, je suis philosophe. Voilà. Philosophe, c'est-à-dire, bien sûr, professeur de philosophie pendant l'essentiel de ma vie active, puisque c'est le seul métier exclusivement philosophique, si l'on peut dire. Mais j'en parle au passé parce qu'après avoir enseigné pendant 21 ans, alors d'abord en lycée, puis en école normale d'instituteur, et puis les 14 dernières années dans le supérieur, à l'université Paris 1, autrement dit à la Sorbonne, géographiquement, après avoir enseigné pendant 21 ans, j'ai demandé, il y a maintenant une quinzaine d'années, ce qu'on appelle une mise en disponibilité, c'est-à-dire un congé sans solde. Et donc, depuis 15 ans, je n'enseigne plus, je n'ai plus d'étudiants, je ne touche plus de salaire, évidemment. Autrement dit, je vis pour une part des livres que j'écris, j'en ai publié une vingtaine, et puis pour une autre part des conférences que je fais ici ou là, notamment beaucoup depuis des années dans le monde de l'entreprise. Et comme il se trouve que dans la fonction publique, on a droit en tout et pour tout à 6 années de disponibilité sur toute la carrière, et que moi, ça fait donc 15 ans que je n'enseigne plus, ça veut dire qu'il y a environ 9 ans, j'ai écrit à la Sorbonne pour prévenir cette noble institution que je ne comptais pas reprendre mon enseignement et qu'il fallait donc me considérer comme démissionnaire. Si bien que je suis toujours philosophe, je vais entreprendre de vous le montrer dans un instant, mais je ne suis plus ni enseignant ni fonctionnaire. Alors venons-en au fond. Le thème qu'il m'a été demandé de traiter, c'est donc sens du travail, bonheur et motivation. Alors ça rentre effectivement dans la semaine pour la qualité de vie au travail. J'ai envie de dire, la qualité de vie au travail, c'est bien, c'est mieux que son contraire. Mais enfin, c'est mettre la barre un peu bas, quand même. Moi, je voudrais essayer de réfléchir au bonheur au travail. Et comme chacun sait, la qualité de vie n'a jamais suffi, tant s'en faut, au bonheur. Sans du travail, bonheur et motivation, je mettrais volontiers un sous-titre, philosophie du management. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas tous ici managers, Il y a des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, dont certains, d'ailleurs, sont managers. Parce que l'un des problèmes, en France spécialement, c'est qu'historiquement, la plupart de nos managers sont d'anciens ingénieurs. Et comme il était bon comme ingénieur, on l'a bombardé manager, comme si c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier, évidemment. Un ingénieur, il travaille sur des objets, concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur et avec des sujets. Ce n'est pas du tout la même chose. Un ingénieur, il résout des problèmes. Un manager, il pose des questions. Et il prend des décisions. Je vais trahir un secret. Votre DRH m'a prévenu amicalement tout à l'heure, me dit que il est prévu que je parle 1 heure et qu'après, il y a une demi-heure de débat. Non. Il dit, mais vous savez, je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions parce que ce sont des ingénieurs. C'est étonnant, l'image de l'ingénieur. Et je ne dis pas ça aux dépens de votre DRH parce que, au fond, ce qu'il dit reflète l'image qu'on a souvent des ingénieurs et qu'ils ont d'eux-mêmes. Un ingénieur, ça ne pose pas des questions, ça résout des problèmes. Philosophie du management, donc philosophie pour les managers, mais aussi philosophie pour les managers. Parce que par définition, dans une entreprise, tout le monde est soit manager, soit managé, soit d'ailleurs assez souvent les deux. Et puis ceux qui ne sont pas du tout managers, au fond, tout le mal que je leur souhaite, c'est de le devenir. Parce que finalement, ça prouvera qu'ils auront réussi. Donc je vais m'adresser en particulier aux managers, pour leur dire que vous, les managers, vous faites un métier vraiment difficile. Alors j'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles. Ingénieur, c'est pas toujours simple. Mais le métier des managers est particulièrement difficile parce que le travail des managers, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils préféreraient pas. Alors, j'entends bien que tous, évidemment, préfèrent travailler chez Thales plutôt qu'être chômeurs, évidemment. Mais tous, ou presque tous, préféreraient être rentiers
plutôt qu'avoir besoin de travailler chez Thales pour gagner leur vie. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage d'entre vous, quel pourcentage des salariés de Thales continueraient à travailler pour Thales s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a quelques années un pizzaiolo de Chambéry. Combien continueraient à travailler dans l'entreprise? Eh bien, la réponse qui tendanciellement sera très proche de 0%. Bah oui, le pizzaiolo, il a arrêté de travailler, bien sûr. La réponse qui tendanciellement sera très proche de 0% dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité d'entre vous, travailler chez Thales, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien ça, c'est exactement la difficulté du management. Alors bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que celui de faire travailler les autres, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis quelques décennies, et encore plus dans la toute dernière période, à l'heure des 35 heures, les lois Aubry, à l'heure de la RTT, comme on dit, et au moment où les jeunes spécialement me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Bref, on a envie de vous dire, dure saison pour les managers. Votre travail, c'est de faire travailler les autres, pas de peau, les autres travailler, ils préféreraient pas. Parce que ce qu'ils cherchent, eux, comme tout le monde, c'est pas le travail, c'est le bonheur. Pas de peau pour les managers, ce que vous leur proposez, c'est pas du bonheur, c'est du boulot. Vous voyez, en quelque chose, il semble qu'il y ait mal donne dès le départ. Et c'est cette mal donne-là qu'un management bien conduit doit se donner pour but de lever. Mais d'ailleurs, à bien y réfléchir, l'entreprise qu'il est dans quoi, Thales en l'occurrence, ce n'est pas non plus le travail qu'elle cherche. Il faut vraiment avoir passé beaucoup trop longtemps à l'ENA pour croire sérieusement que le but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Tartufferie qu'on appelle en France le patriotisme économique. Il suffit de s'intéresser d'un peu près à l'économie en général et à l'entreprise en particulier pour comprendre très vite que le but légitime d'une entreprise, et sauf quelques très rares exceptions qui existent mais qui sont l'exception, mais le but à la fois ordinaire et légitime d'une entreprise, ce n'est pas de créer des emplois, c'est de créer de la richesse, évidemment. Or, n'ayons pas peur des grands mots. En économie capitaliste, créer de la richesse, ça s'appelle faire du profit. Et c'est bien. Vous n'en ferez par définition jamais trop. La seule façon de faire reculer la misère, c'est évidemment de créer de la richesse. C'est un but parfaitement légitime, vous n'en ferez jamais trop, mais du même coup, ça dit quelque chose d'intéressant. C'est que les salariés de Thales, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. C'est évidemment légitime. Thales, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est le profit. L'efficacité, sa pérennité, le profit. Puisque et l'efficacité et la pérennité passent par la rentabilité. Les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. L'entreprise, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est le profit, la rentabilité. Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Ce qui débouche sur une question tout à fait intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent leur bonheur, ni l'entreprise qui cherche le profit, personne ne cherche le travail
pour le travail. Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, ami manager, c'est votre problème. Alors cela étant dit, je pourrais partir et vous laisser vous dépatouiller avec. Et je suis venu, bien sûr, c'est pour y réfléchir avec vous et puis pour réfléchir aussi avec les managers. Mais le cœur du problème est là. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Alors évidemment, on pourrait, si j'avais davantage de temps, je le ferais, on pourrait analyser cette notion de sens en elle-même, mais ça demanderait plus de temps que je n'en ai ce matin. On va aborder le problème par le biais le plus concret, au fond, celui de la motivation. Autrement dit, qu'est-ce qui fait courir les salariés de Thales? Qu'est-ce qui les fait courir? Ou comment les faire courir plus vite et mieux et plus longtemps? Ce qui suppose qu'on sache aussi après quoi ils courent. En général, quand on court après quelque chose. Non, est-ce qu'ils courent après le travail? Non, bien sûr, je l'ai dit à l'instant, travailler, ils ne préféreraient pas. Le travail, ça n'est pas un but, c'est un moyen, évidemment. Vous connaissez la formule d'un jeune embauché qui explique à ses copains « Ah, les salauds, je cherchais un emploi, ils m'ont donné un travail. » C'est une caricature. Mais enfin, reconnaissons que ce n'est pas après le travail qu'on court, et on a bien raison, le travail, ça n'est pas une fin, le travail, c'est un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Alors, est-ce qu'il court après la morale, la vertu, la fameuse valeur travail, qui serait une valeur morale? Arrêtons avec cette tarte à la crème. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on le paye. Pour aimer, vous demandez combien? Vous allez me dire, attendez, là, vous me traitez de prostituée. L'amour, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Vous avez bien sûr raison. L'amour, c'est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être juste, il faut qu'on vous paye. Mais attendez, si on me paye pour être juste, c'est plus de la justice, c'est de la corruption. Vous avez raison. La justice est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être généreux, vous demandez combien? Attendez, si je demande quelque chose, c'est plus de la générosité, c'est de l'égoïsme. Vous avez raison. La générosité est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour travailler, vous demandez combien? Oui, là, c'est intéressant, parce qu'on connaît la réponse. Parce que pour tous ceux ici qui sont salariés, c'est-à-dire peut-être bien pour tout le monde sauf moi, la réponse est inscrite souvent en bas à droite et en caractère gras sur leur bulletin de salaire. Rassurez-vous, je ne suis pas venu non plus bénévolement. Ma réponse sera inscrite sur le bulletin de salaire que j'adresserai à Mme Vidalin, pas plus tard que dans quelques jours, et on est au moins 2 dans la salle, à savoir que je ne suis pas vraiment bon marché. Autrement dit quoi? Autrement dit, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'a pas de prix, c'est qu'elle n'est pas à vendre. Tout travail mérite salaire ou rémunération, cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Alors, je me souviens, quand j'ai pu lire le petit traité des grandes vertus que vous évoquiez tout à l'heure, plusieurs chefs d'entreprise, c'est un milieu que je fréquentais déjà relativement assidûment, à l'occasion de tel colloque ou séminaire, sont venus me voir pour me reprocher, le plus souvent amicalement, mais tout de même vertement, la chose suivante. Ils me disaient, c'est quand même culotté, votre petit traité des grandes vertus. Vous faites 18 chapitres sur les 18 vertus principales, à vos yeux, les plus grandes vertus. Il n'y a pas un seul chapitre sur le travail. Je leur répondais, oui, vous avez raison, il n'y a pas de chapitre sur le travail dans mon petit traité des grandes vertus. Mais avez-vous remarqué, leur demandais-je, avez-vous remarqué que dans les évangiles, non plus? Parce qu'enfin, il n'est écrit nulle part que je sache, travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime. C'est sensiblement différent. Il y a bien sûr un chapitre sur l'amour dans mon petit traité des grandes vertus qui est à la fois le dernier et de très loin le plus long. Alors nos chefs d'entreprise, un peu désarçonnés par ma réponse, et d'autant plus qu'en France, ils sont presque tous de culture chrétienne,
se raccrochaient à la première branche qui passait devant leurs yeux hagards, une très grosse branche, en l'occurrence la Bible, pas moins, la Genèse. Et il me disait sur un ton vengeur, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est ?» Je leur répondais, « Oui, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. » Reconnaissons qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant suggérer à Mme Parizeau ou à M. Gattaz maintenant ou à votre président d'ériger le fouet ou le knout comme emblème managérial. Bref, amis managers, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs ou subordonnés pour les motiver ou pour tenir lieu de management. D'ailleurs, je vais vous dire, de mon point de vue d'observateur extérieur à l'entreprise, mais informé des choses de l'entreprise. Dès qu'un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà, lui, en tant que manager, en situation d'échec professionnel. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Il y a des moments où il faut bien assumer une position objective d'échec. Mais voilà. Quand vous en êtes réduit à faire la morale à tel ou tel de vos collaborateurs ou subordonnés, vous êtes déjà, vous, en tant que manager, en situation d'échec professionnel. Ne comptez pas sur la morale pour motiver vos collaborateurs ou pour tenir lieu de management. Donc, les salariés de Thales ne courent pas après le travail, ils ne courent pas après la vertu, après la valeur travail qui serait supposée à tort être une valeur morale. Alors, est-ce qu'ils courent après l'argent? Ben oui, pour une part, bien sûr. Si vous êtes venu ce matin, ce n'est pas seulement pour le plaisir de m'écouter, c'est aussi pour gagner votre vie. Ça va de soi. Oui, vous courez tous après l'argent, mais enfin, comme me l'avait dit un jour un chef d'entreprise, et là tout à fait à juste titre, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, ça rend motivable. Ben oui, si vous ne les payez pas, évidemment, ils ne viendront pas bosser, donc la question ne se posera plus. Mais s'ils ne bossent que pour le salaire, il n'a aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence par définition quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum. Ils ne courent pas après le travail, ils ne courent pas après la morale ou la vertu, ils ne courent pas seulement après l'argent. Parce que les salariés de Thales, vous tous, vous courez après le bonheur. Pourquoi est-ce que vous venez bosser chez Thales au total? Parce que vous pensez que vous serez plus heureux en bossant chez Thales qu'en ne bossant pas ou qu'en bossant ailleurs. Et là, ça devient intéressant pour votre président. Parce qu'il a envie que vous restiez, enfin que les meilleurs parmi vous restent. Alors, si c'est la qualité de la vie qui vous retient, ça doit être géré. Oui. S'il faut qu'en plus vous soyez heureux pour rester chez Thales, alors là, son boulot à lui devient beaucoup plus compliqué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous en savez de ce qui fait courir les salariés de Thales? Vous pourriez me dire, vous ne les connaissez même pas. Je vous répondrai, cher monsieur, que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois, avec Blaise Pascal, que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule fameuse de Pascal, dans les pensées de Pascal. Pascal écrit la chose suivante. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Fin de citation. Alors la touche finale, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, bien sûr, mais très vraie, au fond. Parce que finalement, celui qui va se pendre, celui qui se suicide, pourquoi se tue-t-il? Il se tue pour ne plus souffrir, évidemment. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, comme dit Pascal, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui vient travailler chez Thales 4 ou 5 jours par semaine. Qu'est-ce qui vous fait courir le bonheur? Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait courir les clients de Thales? Le bonheur. Qu'est-ce qui fait courir les actionnaires de Thales? Le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. C'est ce que le romancier Stendhal appelait la chasse au bonheur. Stendhal écrit joliment « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ».
ce qui est très vrai, bien sûr, mais reste à voir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Ça, c'est le problème de la motivation. Alors, vous savez que la motivation, on pourrait distinguer la motivation objective, l'ensemble des motifs d'une action, et la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu. Bref, dans le dictionnaire, quand vous regardez à motivation, on vous renvoie à motif. Alors, vous allez voir un motif, et là, vous verrez qu'un motif, pour le dictionnaire, c'est un but intellectuel, un but pour les ingénieurs, par différence avec l'intérêt ou le mobile. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, aïe, parce que j'étais convaincu qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Ce qui fait courir les gens, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir. Il n'y a pas de but intellectuel parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Si je devais un jour diriger une école de management, d'ailleurs aussi bien une école de commerce, c'est d'ailleurs les mêmes aujourd'hui presque toujours, je ferais inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée, sur le mur de gauche, une formule d'Aristote. Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, bien sûr, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus grands de tous les temps. Aristote écrit simplement « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Eh bien voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ça n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. L'intelligence permet de choisir le chemin, les moyens, mais ce qui fixe le but, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir. Et sur le mur de droite du hall d'entrée de mon école de management, je ferai inscrire toujours en lettres d'or une formule de Spinoza qui dit en substance la même chose. Le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça nous dit quelque chose d'essentiel sur le métier de plusieurs d'entre vous, à commencer sur le métier de votre président. Mais plus généralement, ça nous dit quelque chose d'essentiel sur le métier de tout dirigeant d'entreprise. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Eh bien, des deux côtés, alors inégalement d'un côté ou de l'autre, en fonction du métier concret de tel ou tel d'entre vous. Mais les deux côtés, côté client, marketing, côté salarié, management, tous ceux ici qui ont des postes de responsabilité, de direction, sont d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. Ça veut dire que pour tout cela, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir ? Qu'est-ce que le désir ? Et ce qui me tue, c'est que j'imagine que vous avez fait d'excellentes études les uns et les autres. Et je soupçonne pourtant qu'on ne vous a jamais expliqué sérieusement ce que c'était que le désir. On a cru que les télécoms, les mathématiques, la physique, ça suffisait, mon pauvre monsieur. Vous avez bien du mérite. Bref, il me reste... vous avez fait d'excellentes études qui sont tout simplement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste, c'est à frémir, une demi-heure pour essayer de compenser une éducation ratée. Une demi-heure, c'est quand même très court. On va aller droit à l'essentiel. Je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir. Il y faudrait des jours. Je ne vais en retenir que deux, les deux plus importantes, bien sûr, à mon sens, les deux plus éclairantes, qui sont d'une part la théorie de Platon, d'autre part, et tout à l'heure, la théorie de Spinoza. Je commence par la théorie de Platon.
Alors Platon, le maître d'Aristote, donc en Grèce, 4e siècle avant Jésus-Christ, mais une génération avant Aristote, puisqu'Aristote a été l'élève de Platon. Alors à la question « Qu'est-ce que le désir ?», Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question « Qu'est-ce que l'amour ?», Platon répond par une double équation. Platon répond « L'amour est désir », voilà, première équation, « L'amour est désir ». Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin bon, si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles. Hein. Si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes, mais avant d'entreprendre de sauver votre couple avec Spinoza, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi ? C'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce qui me manque, je n'aime et ne désire par définition que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Qu'est-ce que le bonheur ? Platon répond, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Alors, pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne serait jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Ou mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je les en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, en gros, mon idée, évidemment, c'est qu'on a une grosse majorité ici à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza. Tantôt heureux, tantôt pas heureux. Peut-être plus souvent, d'ailleurs, dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe d'abord de comprendre la logique de chacun des deux pôles qui en structure l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 3 exemples pour rendre ça plus concret. Je commence par un exemple qui me concerne personnellement, donc je suis philosophe, ça veut dire que j'ai fait des études de philosophie, ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. J'ai passé en gros 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo. Ou les jours d'optimisme, qu'est-ce que je serais heureux le jour où je serais agrégé de philo. J'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais, les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie.
vous diriez « ce type est un con ». Vous auriez bien sûr raison, mais ça nous dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur la grecque de philo, mais sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, je vous laisse adapter ça à votre cursus propre, ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas l'agrégation et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur puisque j'ai l'agrégation. Qu'en conséquence, celle-ci ne me manque plus, ce qui me rend capable de la désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Le deuxième exemple est plus embêtant pour les managers, parce que c'est l'exemple du travail. Souvenez-vous, Monsieur le Président, Monsieur le DRH, de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage, 18 mois de PLS. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, chez Thales en plus, bref, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Non, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, ça veut dire qu'il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et puisque l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre et qui en dit long sur la difficulté du travail des managers. Ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son travail puisqu'il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de travail, pardon. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur des salariés de Thales puisqu'ils ont du travail. Qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Alors là, nos managers se disent vivement Spinoza parce qu'on est mal. Pas de panique, chers amis, Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier. Je ne peux pas faire mieux. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre métier, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien ici aussi quelque chose à sauver, qu'il y a bien ici aussi un problème quelque part. S'il y en a quelques-uns parmi les managers qui sont ici, qui n'avaient encore jamais réalisé qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié, il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusqu'ici échappé. Enfin, un troisième exemple, qui sera à lui tout seul l'objet d'une conférence, mais je vais passer très vite. L'amour, au sens ordinaire du terme, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, en langage platonicien, qu'est-ce que ça veut dire ? Tomber amoureux en langage platonicien, ça veut dire que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur. Vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui, vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. C'est déjà compliqué, à la vérité, mais enfin la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc vous êtes célibataire par hypothèse et un beau soir, c'est d'amis communs, vous rencontrez l'homme, la femme, je vais dire la personne, il ne faut pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin, vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de 2 choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour.
Mais si vous arrivez à la séduire, cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble, éventuellement vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, comme 6 mois plus tôt, ou 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et court vêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin. Vous vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux au sens le plus fort et le plus simple du mot. Au sens qu'avait le mot amoureux quand vous avez dit 6 mois ou 6 ans plus tôt à votre meilleur copain ou copine, je suis tombé amoureux. Ce n'est plus vrai, vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Alors, évidemment, ça fait assez mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, Michel Houellebecq. Qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon Michel Houellebecq? Ça veut dire que Schopenhauer, alors philosophe allemand du 19e siècle, donc là je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence parce que Schopenhauer s'est toujours voulu à sa façon disciple de Platon. Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens de montrer rapidement, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc que je ne désire plus, donc que je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. C'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si je bossais chez Thalès. Il y en a des dizaines qui se sont dit ça à 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce que je serais heureux quand je bosserai chez Thalès. Et bien voilà, le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui. Ils ne sont pas heureux pour autant. C'est pas qu'ils soient malheureux, ils sont ni heureux ni malheureux, mais ils s'emmerdent. Attendez, c'est pas le cas de tous, de pas. Mais... Pouvez-vous me jurer, Monsieur le Président, que ce n'est le cas d'aucun? Ennui. Eh bien, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour.
N'ayez pas peur, il n'y a pas que chez vous que ça arrive des fois, c'est normal. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais livres de management, ce qui pour le coup est une espèce de pléonasme. Le philosophe Alain, au début du XXe siècle, disait plus lucidement « Le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. » Autrement dit, moi, si quelqu'un me dit « Je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première réaction, c'est pas de me dire « Tiens, il doit bosser chez Thalès ». C'est de me dire encore un menteur, ou bien un inactif. De même, si quelqu'un me dit « Je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première réaction, c'est de me dire encore un menteur, ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais, mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Autrement dit, il y a une chose que Platon n'explique pas. Peut-être une seule ou plusieurs, mais qui reviennent tout de même. Ce que Platon n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce que Platon n'explique pas, mais ça revient au même, c'est qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. Comment pourrait-il être heureux? Ils vivent ensemble, donc ils ne se manquent plus, donc ils ne se désirent plus, donc ils ne s'aiment plus. Mais vivre ensemble quand on ne s'aime plus, c'est pas le bonheur, c'est le malheur ou c'est l'ennui. Et pourtant, nous savons d'expérience, et d'expérience directe, j'espère, pour beaucoup d'entre nous, qu'il existe parfois des couples heureux. Nous savons d'expérience qu'il existe parfois des travailleurs. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer, on a besoin d'une deuxième théorie du désir, c'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, au XVIIe siècle, en Hollande, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ceci. Remplacer un égal par un différent d'un. Il ne le dit pas comme ça, d'ailleurs il ne parle pas de Platon quand il parle du désir d'amour, mais si on veut reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial du terme, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance. Autrement dit, puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. La puissance sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de jouir. Et donc ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle pourrait être encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez par différence quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque comme le voulait Platon, mais la puissance comme le veut Spinoza. Ou plutôt, les deux sont vrais, ils ont raison tous les deux, bien sûr, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce que le manque sexuel, au fond, c'est ce qu'on appelle couramment la frustration. On a tous vécu ça à un moment ou l'autre de notre vie, mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu la faim, F-A-I-M, le manque de nourriture, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, qu'on n'appelle pas la faim en bon français, qu'on appelle l'appétit. Appetitus en latin, Spinoza a écrit ses livres en latin, c'est un grand concept spinoziste,
mais qu'on peut prendre ici au sens le plus ordinaire du terme. Lorsque vous invitez quelques amis à dîner chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « Je te souhaite une bonne faim. Je te souhaite de bien manquer de nourriture. Tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. » Non, vous dites au contraire, évidemment, « N'aie pas peur, la nourriture ne manque pas, j'ai prévu large. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. » La faim est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit, ce n'est pas une souffrance, c'est une puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Le désir est puissance et l'amour. Alors, si le désir est puissance, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit, Aristote, qui de ce point de vue est du côté de Spinoza, mais quelques 20 siècles plus tôt. En une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait simplement « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et Spinoza dira « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si en revanche, c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, si l'amour est joie, alors clairement, Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort. Ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas. Le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. On va revenir au management, mais un mot pour entreprendre, pas de sauver beaucoup, mais pour vous indiquer une direction vers laquelle vous pourriez éventuellement essayer de le sauver. Qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Peut-être avez-vous dit, messieurs, lors de la dernière Saint-Valentin, le 14 février dernier, à votre compagne: ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. C'était gentil. Non, c'est vrai, donc c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie, mais enfin, évidemment, c'était faux. C'était un gentil mensonge. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu les différences. Elle. Alors, faites-moi plaisir, ou plutôt faites-lui plaisir. C'est un gentil mensonge. Vous savez, dans un couple, un mensonge mêle gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, chez qui ces deux traits de caractère, gentillesse et lâcheté, sont tellement proches qu'ils sont à peu près indiscernables. Alors, faites-moi plaisir, disais-je, ou plutôt faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne: ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant de manquer absurdement de celle qui, d'évidence, ne vous manque pas, puisqu'il nous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie. Et puis je vais vous dire, manquer, être en manque, être amoureux, peut à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf peut être en manque. N'importe quel gamin de 15 ou 16 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Et oui. Aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Mais bon, revenons au management. Je disais, un dirigeant d'entreprise, c'est un professionnel du désir de l'autre,
professionnel du désir des clients, marketing, professionnel du désir des salariés, management. Je laisse de côté, par manque de temps, le problème des clients, du marketing. Venons-en au problème des salariés, du management. Qu'est-ce qui fait courir les salariés de Thalès? Le désir, bien sûr, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce qu'ils courent après ce qui leur manque? Auquel cas, ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que Thalès a un management de style essentiellement platonicien. Ou bien est-ce que les salariés de Thalès courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, les salariés de Thalès courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un management de style au moins en partie spinoziste. Je dis au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou. Tous les salariés de Thalès, sans exception, courent chez Platon. Ah oui, vous tous. Vous venez le matin, là, 8h, 8h30, 9h. Moi, j'ai pris le car à 10h05, il y avait beaucoup de monde quand même, donc 10h05. Vous venez tous courir après l'argent qui manque. Bien sûr, c'est pour ça que vous bossez. Tous les salariés de Thalès, sans exception, viennent courir le matin chez Platon. Ils courent après l'argent qui manque. Et il y a une partie d'entre eux qui va passer la journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser le matin parce qu'ils courent après l'argent qui manque pour gagner leur vie, et ils s'emmerdent au boulot. Et il y a une autre partie des salariés de Thalès qui vient, comme tout le monde, courir le matin après l'argent qui manque, mais qui passe la journée chez Spinoza. Ils courent après l'argent qui manque, ils bossent pour gagner leur vie, c'est la moindre des choses, c'est normal. Mais ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Votre boulot de manager, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre possible des salariés de Thalès montent au lieu de tomber, pour certains tous les jours et toute la journée, de Platon en Schopenhauer. Au contraire, que le plus grand nombre d'entre eux montent, si possible tous les jours, si possible toute la journée, de Platon en Spinoza. Ils viennent bosser pour l'argent, ils courent après l'argent qui manque, c'est ce qu'on appelle le salariat, c'est évidemment légitime. Mais ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Le boulot des managers, c'est d'aider les salariés à monter de Platon en Spinoza, plutôt qu'à descendre de Platon en Schopenhauer. Ça veut dire qu'il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque. Je ne dis pas à la place, mais en plus. Trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit. Et qui permet aux salariés de Thalès d'aimer le métier qu'ils font. Pas du tout comme n'importe quel chômeur, on est capable d'aimer le travail qui manque. C'est facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur. Je ne dis pas que c'est gai, hein, mais c'est facile. Mais comme un salarié heureux, aimer le travail qui ne manque pas, puisqu'il aime le travail qu'il fait. Voilà. Il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, et qui permet d'aimer le travail qu'on fait. Dans ce quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Alors là, pour le coup, le bien vivre au travail, hein, la qualité de vie au travail que vous évoquez. De ce point de vue, matériellement, vous avez l'air plutôt gâté ici. Enfin, peut-être que c'est une impression de visiteur superficiel. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes ou des services où on part bosser le matin à la gorge un peu nouée d'angoisse parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Et puis il y a d'autres boîtes ou d'autres services, au contraire, où on part bosser le cœur léger le matin parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. C'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être
un sentiment de plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris.